Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros sur Europe 1 jusqu'à 9h30 en codiffusion et sur CNews jusqu'à 10h30. Le prêche de Majoub Majoubi est un cas d'école. Voilà un imam qui attaque la France, insulte son drapeau, accuse la République. Il parle de drapeau satanique qui n'a aucune valeur auprès d'Allah. Monsieur Majoubi récite le catéchisme du salafisme sans ambiguïté. Croyez-vous qu'il soit depuis ce prêche en garde à vue ? Non. Croyez-vous qu'il soit expulsé demain ou après-demain puisque cet homme est tunisien ? Non. Croyez-vous que ce prêche soit au cœur de l'actualité et commenté en dehors des chaînes d'infos ? Non. Monsieur Majoubi a plaidé le lapsus. En plus, il se moque de nous, de la France, de son histoire. Il sait qu'il ne craint rien. La France est bonne fille. Il se moque de nous et avec lui, ses soutiens rient sous cape. Ils savent que la France est faible, impuissante, désarmée. Monsieur Majoubi ajoute à l'insulte la raillerie en toute impunité. Et voyez-vous, ça me fait de la peine et plus grave, ça m'effraie. Monsieur Majoubi annonce le monde de demain, qui est déjà celui d'aujourd'hui, quand un pays est bafoué, humilié, rabaissé, comme l'est la France par ce monsieur, et qu'il ne répond pas, il y a de quoi imaginer le pire. Il est 9h, Chana Lousta. C'est extraordinaire. On va réécouter évidemment cette phrase parce que la personne dit c'est un lapsus et je ne parlais pas du drapeau français. Il nous prend pour des imbéciles. C'est absolument magnifique. Il nous prend pour des imbéciles. Cet homme prend les Français pour des imbéciles. Et évidemment, tous ceux qui voudront dire le contraire diront attention. Vous n'avez pas compris ce qu'a voulu dire cet homme. C'est magnifique. Ouais. Alors, je vous propose peut-être... Vous l'avez sorti du contexte. Comment ? Oui, vous l'avez sorti. Mais on ne peut rien faire. C'est-à-dire qu'on ne peut rien faire. C'est ce qu'a dit Linda Kebab. C'est formidable, ce pays. C'est formidable. Je vous propose peut-être de voir le sujet de Corentin Brio pour commencer. Anti-français lors de prêche. On n'aura plus tous ces drapeaux tricolores qui nous gangrènent, qui nous font mal à la tête, qui n'ont aucune valeur auprès d'Allah. La seule valeur qu'ils ont, c'est une valeur satanique. Cet imam tunisien est dans le viseur du ministre de l'Intérieur. Majoub Majoubi, imam de Bagnols-sur-Cèze dans le Gard et vice-président du conseil départemental du culte musulman, devrait perdre son titre de séjour. C'est en tout cas ce qu'a demandé Gérald Darmanin sur le réseau social X. J'ai demandé le retrait de son titre de séjour en vue de son expulsion du territoire. Aucun appel à la haine ne restera sans réponse. Avant son prêche anti-français, dans lequel il se positionne clairement contre le drapeau tricolore et contre les gouvernements dont il prédit la chute, l'imam Majoub Majoubi avait déjà été signalé pour des infractions financières en lien avec la gestion de la mosquée de Bagnols-sur-Cèze en décembre dernier. Pour le député Rassemblement National Nicolas Maisonnet, il n'a pas sa place sur le territoire. On comprend bien que cet imam qui est aujourd'hui en France en train de prêcher s'en prend au drapeau tricolore français. Que fait cet imam qui, d'après mes informations, est étranger, est tunisien? Que fait-il encore sur le sol français? Depuis le 1er janvier 2024, les imams détachés envoyés par un pays étranger ne sont plus acceptés en France. Ils étaient, selon le ministère de l'Intérieur, 301 à prêcher sur le territoire. 30 venant du Maroc, 120 d'Algérie et 151 de Turquie. On écoutera Tarek Oubrou dans quelques instants, qui est lui-même imam et qui a condamné sans ambiguïté, ce qui montre bien que la communauté musulmane n'est pas forcément alignée sur cet imam-là, Monsieur Majoubi. Et je le répète, Tarek Oubrou a été sans ambiguïté, mais je vous propose d'écouter Linda Kebab. Il ne pourra pas être expulsé. Parce qu'à la différence de l'affaire avec M. Iquissen, en effet, au début, une autorité judiciaire administrative avait dit qu'il n'était pas expulsable parce que ça contrevenait à l'article 8 de la Cour européenne des droits de l'homme, la Convention européenne des droits de l'homme, à savoir le droit à une vie de famille. Sauf que derrière, une autre autorité a cassé en disant que ces enfants étaient tous majeurs et donc ils n'avaient pas besoin de leur père. Je vulgarise. Là, dans ce cas-là, ce monsieur a des enfants mineurs. Donc il ne sera pas expulsé. Je vous assure... En fait, c'est des déflagrations pour l'opinion publique. C'est invraisemblable. C'est invraisemblable. Et il n'y a rien à faire, sauf à tout changer. Ce que je passe mon temps à dire. C'est-à-dire que si vous ne changez pas de logiciel, si vous ne changez pas les lois, si vous ne changez pas tout, vous avez ça. Oui. Je ne sais pas ce qu'il y a à faire, mais déjà, cette vidéo, ce prêche est absolument insupportable. Voilà.
quelqu'un qui met le feu dans les esprits, qui parle comme un fasciste, gangréné, etc. C'est toute une rhétorique qu'on connaît, qui transforme la religion en sa version la plus bête, la plus débile, la plus inculte. Je pense que ce monsieur ne doit avoir absolument aucune culture théologique. Et dans la rhétorique islamiste, c'est toujours la même chose. C'est faire tout le temps le tableau le plus sombre de tout ce qui représente la modernité. Quand on regarde le prêche en entier, ce qui critique dans les drapeaux français, c'est notamment les drapeaux au stade, c'est la culture de divertissement, etc. Donc c'est toujours jouer sur le fait que la modernité serait la décadence, serait à rejeter en bloc, etc. Et c'est surfer sur le malheur de personnes qui sont sans doute mal à l'aise dans la société pour les attirer à ça. Je pense que, je ne sais pas ce qu'il faut faire en réaction, mais il faut commencer par dire que c'est insupportable qu'il puisse y avoir des prêtres de religion, en l'occurrence ici des imams, qui adhèrent à cette version-là fanatique et qui la répandent. Et j'aimerais juste dire une chose, c'est que ce monsieur soit expulsé ou non, ça ne change rien au fait que l'islamisme aujourd'hui est virtualisé, se passe essentiellement sur les réseaux sociaux. Il pourrait être à 20 000 km, il dirait la même chose et il aurait sans doute la même influence. Nathan Dever qui s'exprimait à l'instant, je précise que c'est ce qu'il dit, c'est la doctrine, c'est le salafisme pur. Al-Salaf, c'est les ancêtres, c'est le retour aux origines de l'islam, dit l'âge d'or. Et à ce titre, donc, le salafisme rejette tous les apports ultérieurs de la modernité, à commencer par les États nationaux, qu'en revanche reconnaissent au moins dans la phase actuelle les frères musulmans. Vous voyez, une petite différence. Si j'ose dire, les frères musulmans reconnaissent les États nationaux, le salafisme, non. Bon, oui. Et là, on est dans un discours purement salafiste. Non, pardon. Non, je vous en prie. Non, ce qui me surprend toujours, c'est comment on en arrive là. Parce que ce n'est pas un imam caché, comme on dit dans le chiisme. C'est un imam qui a pignon sur rue, qui est reconnu dans le département du Gard. Votre question est d'une naïveté, Joseph Massescaron. Comment on en arrive là? Mais votre question est d'une naïveté. Vous voulez que je dise comment on en arrive là? C'est assez simple en fait. C'est pas très compliqué. Vous avez une immigration massive depuis 40 ans et une assimilation qui ne se passe pas. C'est très très simple. Oui, et on a refusé l'assimilation et on n'a pas voulu la mettre en place. Donc vous avez effectivement des gens qui sont sur le sol de France. Alors, je ne sais pas attention, je ne généralise pas sur... Comment on en arrive à accepter un imam qui, de toute façon, je continue, et de toute façon, s'il était en Tunisie, ne pourrait pas s'exprimer de la même manière. Oui. C'est absolument évident. Mais parce qu'effectivement, en plus, nous avons une sorte de repentance que nous portons et de culpabilité qui fait que nous tolérons ce genre de choses. Ce qui est frappant, c'est, j'ai écouté votre commentaire sur la Oumma, il n'y a pas de nation pour les salafistes, il n'y a qu'une seule communauté des croyants, etc. Tout ça est vrai, mais moi ce qui est étonnant chez ce type, c'est qu'il est il incarne à la fois le pire de son héritage musulman, islamique, et le pire de l'héritage français. C'est-à-dire qu'il est très français finalement dans sa façon de conchier le drapeau, parce que en France, c'est le pays où on ne lève pas les couleurs à l'école, où on ne salue pas le drapeau, où on n'a pas de révérence particulière pour cette mémoire-là, alors que s'il était en Tunisie, il se garderait bien effectivement de ridiculiser le beau drapeau rouge avec l'étoile et le croissant. S'il était au Maroc, il ne se moquerait pas du drapeau vert du royaume chérifien. S'il était en Algérie, il ne se moquerait pas non plus du drapeau. Il est en France, et en France, dans le pays où on a l'habitude, effectivement, en permanence, quand vous êtes à un dîner entre Français, on critique les Français, on critique la France. Et lui, il a donc cet héritage français de critiquer la France, et en plus l'héritage salafiste. C'est très particulier, vous savez. Bon. C'est vraiment le pire des deux mondes. Driss Ghali cet élément est très important, parce que moi, c'est ce que je pense aussi. C'est-à-dire, expliquer ça par l'immigration, ça n'explique rien. Ce qui explique, évidemment, c'est s'il n'y avait pas la démission de nos élites, ah bah oui, mais ça, pardon, c'est ce que Vincent relève, et il a raison. Bien sûr. Oui. Est-ce que ce monsieur, je ne sais pas, a fait des études profanes? Mais moi, je suis partisan que les prêtres de chaque religion soient contraints de faire une licence et un master d'une discipline profane, sociologie, mathématiques, physique, philosophie. Ça change le rapport à la religion et c'est central. Il y a des séminaires qui obligent, parfois c'est obligatoire. Je suis partisan qu'ils fassent normal sup, vous avez raison. Non. Ça change le rapport. Je trouve que ce serait une bonne chose. Parce que le curé d'Ars avait fait une agrégation. Il faudrait d'abord qu'ils fassent des études de théologie.
Oui. Pardon, Oui, vous voyez bien. Est-ce que Jeanne d'Arc avait fait de longues études à la Sorbonne. Charlotte Dornelas. Non, mais d'abord, il y a plein de gens qui ne font pas d'études et qui ne versent dans aucun fanatisme de ce genre. Il y a même beaucoup de gens, et Dieu merci. La deuxième chose, c'est que l'opposition à la modernité, franchement, que les représentants de la religion s'opposent à du pain et des jeux dans la société, c'est pas très moderne. Donc, s'ils se contentaient d'aller sur le terrain précisément du divertissement et du divertissement de l'essentiel, ce serait un discours assez religieux. Là où il bascule, c'est quand il parle du drapeau tricolore avec lequel on nous tape sur la tête. Donc là, clairement, il oppose la France par le biais de son drapeau aux musulmans. Il leur explique que c'est la source de tous leurs maux. Et surtout, il le qualifie de satanique, donc contraire à la possibilité même d'avoir une âme pure. En gros, c'est ça qu'il explique. Et c'est ce discours-là qui est en effet dangereux. Et ce que vous disiez est parfaitement juste sur le drapeau français. Mais là, il ajoute à ça, on va dire, le fait qu'être un bon musulman, c'est se détacher de la France déjà de son côté, et parce que la France leur tape dessus toute la journée. Là, il y a un ferment de détestation qui est diablement efficace. Répondre sur les deux points. Sur les études, évidemment qu'on peut être ouvert et tolérant sans avoir fait d'études, évidemment. Mais je pense que si c'était une contrainte, ça changerait. Parce que là, il y a un levier d'action. S'il y avait un moyen juridique de contraindre les prêtres, ça changerait. Il pourrait plus être dans cette on va dire imam. Et deuxièmement, sur le rapport à la modernité, évidemment que c'est un lieu commun de la parole religieuse. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense que ce qui nourrit l'islamisme aussi, c'est des gens qui ressentent un vide dans notre époque et qui sont attirés par ces discours-là. Et ces discours qui jouent avec beaucoup d'habileté sur ce vide-là. Je ne dirais pas qu'il y a beaucoup d'habileté, je pense surtout que c'est notre lâcheté, si vous me permettez. C'est ça le sujet essentiel, me semble-t-il. C'est-à-dire que cet homme, aujourd'hui, parle en toute impunité. C'est ça le sujet central, me semble-t-il. Oui. Mais d'autant que vous savez que cet imam, il fait partie d'un complexe, on va dire, il y avait une école, on en a parlé il y a quelques mois de cet imam-là, parce qu'il y avait une école qui avait été fermée pour des raisons techniques. Vous voyez que même là se niche notre aveuglement, c'est-à-dire que les préfets sont obligés d'aller trouver un tuyau qui n'est pas branché dans le bon endroit d'une salle de classe à la cour de récréation, en expliquant qu'il y a des problèmes techniques, parce que sur le fond, c'est les renseignements qui leur indiquent qu'il y a une parole qui est potentiellement séparatiste, comme on dit désormais. Donc, en fait, depuis le début, il est laissé libre de dire exactement ce qu'il veut et de s'arranger en répondant, en effet, quand vous l'appelez, qui répond aux questions. Alors, Tarek Obrou est plus sévère que moi, d'une certaine manière, et c'est un imam. Donc, c'est pas moi qui le dis, c'est un imam. Il est plus sévère que moi dans ses paroles. Donc, je vous propose de l'écouter. Ce sont des propos inadmissibles, délirants, et dangereux vu l'impact que cela pourrait avoir sur une jeunesse déjà vulnérable. C'est ce type de discours qui nourrit ce que j'appelle le séparatisme mental, qui aboutit à un séparatisme sociétal vers peut-être un séparatisme violent. Tant que nos imams n'ont pas étudié la théologie préventive, calculé l'impact des discours religieux sur une communauté qui est dans une situation sociale et psychologique vulnérable, eh bien, ils ne doivent pas être habilités à tenir des propos devant des fidèles. Il y a un problème de formation des imams. On a l'illustration ici d'un sermon brouillant, confus, où il mélange tout. Voilà. Ah non, mais c'est très clair. Oui, pas totalement pour moi. Ah bon ? Ah non, la notion de théologie préventive et de dire que ce qu'il dit est brouillon et tout, non, pour moi, c'est pas une condamnation absolue, mais de toute façon, Tarek Obrou est pas toujours dans la condamnation. Il dit que c'est dangereux, violent et délirant. Qu'est-ce que vous voulez qu'il dise de plus ? Mais pardonnez-moi, si, c'est sur le fond, il aurait pu s'exprimer sur le drapeau français. D'autant plus que, sur les drapeaux français, durant les émeutes, on a tous, été remarqué par tout le monde, les journalistes, les observateurs, le fait de s'en prendre les bâtiments qui arboraient le drapeau français. Donc je mets ça en lumière avec les paroles qui ont été faites sur drapeau français, drapeau satanique, comme Charlotte le rappelait. Bon, Driss Ghali a pris la parole également. C'est un intellectuel qui intervient régulièrement dans ces débats. La réaction, c'est que grâce à Dieu, la plupart des gens comprennent que 2 + 2 font 4. C'est-à-dire que la plupart des gens vivent dans le réel et dans la logique la plus naturelle qui soit, la plus saine qui soit. Si quelqu'un vient chez vous et prononce des prêches contre vous, votre éradication, il n'a qu'à repartir. Donc je pense que les gens font le bon raisonnement.
Bon, il y a quelqu'un qui me pose la question, pourquoi ne pas l'expulser avec toute sa famille? Parce que sa famille est française. C'est aussi simple que ça. Ses enfants sont nés en France et donc vous ne pouvez pas l'expulser. C'est pour ça que je trouve que c'est un cas d'école. Et c'est un cas d'école parce que les chaînes info en parlent, les autres médias n'en parlent pas forcément. Il n'y aura pas un mot dans Le Monde, hein. Il n'y aura pas un mot dans Libération, rassurez-vous. Ça ne sera pas traité. Jordan Bardella, écoutez. D'abord, je me réjouis de la réaction rapide des autorités et de l'État qui ont été alertés par M. Maisonnet, député Rassemblement National du Gard. Je crois que nous sommes extrêmement faibles à l'égard d'une idéologie qui nous a déclaré la guerre, à l'égard de prêcheurs de haine qui, lorsqu'ils sont étrangers sur le sol de la République française, doivent être et devraient être sans délai expulsés vers leur pays d'origine. Et je note qu'en la matière, le gouvernement a eu la main molle sur la gestion notamment des radicalisés étrangers. Et c'est pas qu'il a la main molle, c'est qu'il ne peut rien faire. Donc il y avait le tweet de Gérald Darmanin, on peut le revoir. Et c'est un député du Rassemblement national. Oui. Parce que cet homme existe depuis de nombreuses années. Personne n'a jamais rien dit. Oui. Bon, manifestement. Je viens de vérifier. La chaîne, par exemple, l'imam Iqiyoussen, sa chaîne YouTube a 192 000 abonnés. Oui. Ce monsieur peut être expulsé n'importe où. Ça ne change absolument rien à l'influence qu'il a. Oui, mais c'est un symbole quand même. Pardonnez-moi, Nathan, parce qu'à force de dire que rien ne sert à rien... Je veux dire, c'est pas audible à mes yeux. Vous m'expliquez que rien ne sert à rien, on fait rien à ce moment-là. Je veux dire, c'est pas le problème. Vous constatez. Alors, sur le fond, je peux vous rejoindre. Je pense que dans plein de domaines, c'est trop tard. Ça ne suffit pas, mais... J'en ai peur. Mais au moins quand même, je veux dire... Essayons de faire quelque chose. Donc vous dites qu'il n'y a plus rien à faire. Bon, d'accord, si ça vous fait sourire. Non, je pense qu'il y a à faire. En fait. Par exemple, mettre des contraintes sur la formation des prêtres pour empêcher. Non, mais c'est très important. Pour empêcher. Quand je dis prêtre, ça veut dire c'est pour englober toutes les religions, pour pas viser une, pour empêcher, pour contrôler qu'il n'y ait pas de fanatiques. Vous raisonnez comme un intellectuel pur. Ah non, c'est pas raisonner comme un intellectuel pur et en théoricien avec des gens qui n'ont pas le même logiciel que vous. Vous voyez bien que ce monsieur n'a pas le même logiciel que vous, il ne voit pas la société comme vous, il ne l'envisage pas comme vous, il l'envisage d'une manière religieuse. C'est son droit d'ailleurs, il a le droit de c'est absolument pas le problème. Le problème, c'est pas qu'il soit religieux. C'est pas les mœurs françaises, c'est tout. Et Tarek Obro aussi envisage la société de manière religieuse, ça n'a rien à voir. Là, le problème, c'est que vous avez des gens qui ont le statut officiel d'imam et qui répandent un poison fanatique dans les esprits. Expulser de France sans recours possible les imams étrangers qui tiennent des prêches anti-français, 92% des gens disent oui. Bon. Évidemment, 92%. Donc, oui, mais les imams détachés, d'ailleurs, qui doivent repartir depuis le 1er janvier, il y en a beaucoup pour qui se pose la question de la vie familiale normale. Et Gérald Darmanin, d'ailleurs, c'est quand même très intéressant, parce que sur mon instruction, les propos de cet imam ont fait l'objet d'un signalement cette semaine au procureur de la République. Bon, j'ai demandé le retrait de son titre de séjour. Bon, c'est parce que, je vous assure, je m'interroge sur le renseignement français, parce que je pense que le renseignement français, il sait. Il veut pas, c'est toujours pareil, il veut pas faire de vagues. Donc c'est parce que ça devient sur l'espace public, en l'occurrence c'est un député du Rassemblement National, quand les choses deviennent publiques, tu es obligé de réagir dans ce pays. Mais ce monsieur, ils le connaissent. Bien sûr qu'ils le connaissent. Le renseignement français, c'est des gens compétents. T'interviens pas. Et t'interviens pas pourquoi? Parce que tu veux pas, parce que ça va faire des vagues, parce que ceci. Pourquoi t'interviens pas? Parce qu'il surveille son auditoire. C'est un piège à miel, c'est ahuri avec halluciné. Non, mais les salafistes qui viennent l'écouter et battre des mains. Mais pardonnez-moi, vous n'avez pas compris. Pourquoi il n'intervient pas? Je pense que le renseignement fait bien son travail de renseignement. C'est ce que je vous dis. Et de lutte antiterroriste. Et s'il laisse s'égosiller écoutez, franchement, il est. On ne le voit pas poser des bombes, cet homme. On le voit dire à peu près n'importe quoi. Oui. Il se rend même pas compte. Il se rend même pas compte qu'il est tunisien, qu'il est en France, dans un pays qui a été saigné par des terroristes tunisiens, et que ça devrait l'inciter à un peu de mesure, de réserve, de respect de ses voisins, des autochtones. Et il s'en rend même pas compte. Il est totalement ahuri. Bon, donc je pense que le renseignement s'occupe de lui et l'écoute avec attention et regarde avec attention qui l'écoute avec dévotion. Franchement. Ne critiquez pas le renseignement parce que... Mais je critique pas. Les policiers font bien leur travail. Mais c'est l'exact contraire. Ah oui.
Je vous ai dit, le renseignement sait qui il est, et on n'intervient pas derrière. J'ai expliqué l'exact contraire. Ah, on ne s'est pas compris. Ben oui, mais c'est ça qui m'intéresse. Cet homme, il est évidemment identifié depuis bien longtemps. Et pourquoi on le laisse faire ça? C'est ça ma question. Je pense qu'il n'est pas tout seul. Parce que je pense qu'il y en a beaucoup des imams. Oui, mais répondez à ma question. C'est-à-dire que quand ça devient public par le fait de se députer, à ce moment-là, on agit. Pourquoi? Parce qu'on est pris au piège de la médiatisation. Et Gérald Darmanin lui-même fait un tweet. Parce qu'il a eu le bon goût de parler en français et de parler devant une caméra. Ça change beaucoup de choses. Mais vous savez, en général, de la Turquie jusqu'au Maroc, de l'Égypte jusqu'en Algérie, les imams, quand ils prêchent le vendredi, donnent avant leur petit sermon à lire à des autorités compétentes qui surveillent attentivement chaque débordement, qui savent faire de la sémantique, qui savent lire entre les lignes ce que dit l'imam. En France, ils exercent dans une totale impunité, dans une... Alors, il n'y a aucune censure, évidemment. La chaîne YouTube, on ne peut pas la retirer, on ne peut pas l'empêcher, on ne peut pas la censurer, si j'ose dire. C'est pas l'État qui prend cette décision, c'est YouTube. Mais non, mais je vous pose une question, parce que ces questions sont posées... Mais en effet, c'est presque une chance que ce soit filmé en français, parce que sinon, ça veut dire qu'il y a des gens qui répandent ce poison-là dans le silence, dans le secret, sans que ça se voie. Et c'est pour ça qu'il y a un vrai sujet de qui a le droit d'être reconnu comme prêtre d'une religion en France. C'est un vrai sujet important. Pas de problème. Mais Nicolas quand je dis prêtre, c'est pour parler de toutes les religions. Vous n'avez pas de problème avec les imams, avec les rabbins, vous n'avez pas de problème avec les prêtres, vous n'avez pas de problème quand je dis cela, avec les bouddhistes. C'est pour employer un terme générique. Là, en l'occurrence, on parle de l'islamisme. Le sujet, là, il est sur qui a le droit d'être reconnu imam. C'est un vrai sujet. Le problème des imams, c'est qu'il n'y a pas de clergé à proprement parler. Il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas d'autorité de tutelle. Vous le savez très bien, n'importe qui peut s'autoproclamer imam. C'est bien l'un des soucis de la religion musulmane, notamment en France. C'est encore autre chose. Moi, ce qui me frappe dans ce cas, et c'est pour ça que c'est un cas d'école, c'est que tu ne peux rien faire. C'est ça qui devrait quand même vous dire. C'est extravagant, quoi. Tu ne peux rien faire. Cet homme n'est même pas en garde à vue. Tu ne peux rien faire. Alors que vous avez Tarek Oubrou qui dit voilà, c'est un discours délirant, dangereux, qui peut, sur des esprits malléables, provoquer des conséquences. Vous ne pouvez rien faire. Bon, il est 9h23, on va quitter cette première partie. On parlera de Navalny tout à l'heure. On sait comment il est mort, non ? Non, toujours pas. Et on va attendre longtemps. C'est-à-dire que la torture de la famille va continuer au-delà du calvaire de Navalny. Et ils prennent 2 semaines pour faire des analyses chimiques du corps, pour savoir de quoi... on sait où est le corps, là, en ce moment ? Non, on ne sait pas où est le corps. Soi-disant, il était à la morgue, mais la mère de Navalny, quand elle s'est présentée, a trouvé porte close. Finalement, la colonie pénitentiaire lui dit, mais si, il y est. On ne sait pas où est le corps. On ne sait pas de quoi il est mort. On ne sait pas quand il est mort. On ne sait pas comment. Il y a toutes les thèses. Alors, officiellement, côté russe, ils disent qu'il y a eu deux versions qui ont circulé. Bon, on verra. Et vous me direz tout à l'heure comment il faut analyser. Je crois qu'Emmanuel Macron a convoqué l'ambassadeur russe. Oui. Vous me direz ce que vous en pensez. L'ambassadeur a pris ses gants et son chapeau, il est allé prendre le café ou le thé au Quai d'Orsay, et là, on lui a dit... Vous m'expliquerez cette procédure. L'ambassadeur n'est pas payé uniquement pour manger des chocolats, de mauvais chocolats, de mauvais rochers au chocolat. Thomas Hill, on vous m'en parlerait tout à l'heure. Je salue Thomas Hill, notre excellent confrère d'Europe 1. Cher Thomas, ça va être à vous évidemment pour votre rendez-vous du matin. Et puis nous, on va... Bonjour Thomas. Vous parlez plus là. Là, dans le temps, je vous entendais... Mais je ne vous voyais pas, maintenant je vous vois et je vous entends pas. On va fêter ce matin le retour de Jean-Luc Lemoyne, figurez-vous. On sera aussi avec Florence Fayard, la PDG de Banijé Productions. Et puis l'humoriste phénomène, le seul à remplir le stade Vélodrome, Redouane Bougueraba nous rejoindra. À tout de suite sur Europe 1. Exactement, ça c'est...